Pidididit, pidididit, pididit. Allô? Allô, allô? Hey, il y a quelqu'un? Allô, y a Hey, quelqu'un? non, il y a personne. Allô, y a de la merde dans le tuyau. Salut tout seul. Ah, bonjour! Salut à tous. Bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous, parce que hier c'était le numéro 0, le premier rendez-vous de l'atelier virtuel. On va essayer de créer un rendez-vous dessiné, BD, tout ça, où on va dessiner en live, on va parler scénario peut-être des fois, on parlera de storyboard, on aura aussi des auteurs qui nous montreront de temps en temps leurs étapes de travail, où est-ce qu'ils en sont, et pourquoi pas juste travailler, et puis on discutera un petit peu avec eux, des interviews, des débats peut-être autour Ouais, des du débats monde sur des de la BD, de l'édition, tout ça. On a plein, plein, plein d'idées. Mm. Et donc, Inviter d'autres auteurs qui font pas forcément partie de l'atelier virtuel pour. exactement, c'est ça, c'est le but. On va commencer un petit peu avec les membres de l'atelier virtuel. Donc, pour vous décrire un petit peu, ça s'appelle l'atelier virtuel parce que nous sommes respectivement chez nous et nous faisons la journée en vocal un atelier avec que des auteurs de BD sur Discord. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, Ronan, sur cet Ah atelier? oui, tout à fait. C'est un atelier qui s'est créé à peu près ouais, il y a en 2014, hein, donc il y a presque 10 ans. Mhm. Donc à l'initiative d'Alexis Santenac, Boris Cossu, qui eux étaient en atelier physique, et puis rejoint assez vite par Denis Benjamin. Et puis après, ça a fait tâche, on va dire, au hasard des Ça fait rencontres. tâche. Et- Je veux dire que ça oui, s'est tâche. répandu comme une traînée de poudre. Non, attends, il faut trouver une Non, non, bah, allégorie tâche, ça plus va. positive. Une tâche. Tâche, ça Oui, va, parce que remarque. voilà, exactement comme mon tablier de travail, l'atelier s'est répandu comme des tâches sur un tablier Oh, de. montre-moi un peu plus l'atelier. Le tablier, pardon. Ouais. Alors attends, je crois reconnaître cette texture. Tu l'aurais pas scanné pour le mettre dans ta dernière BD, ça? Et oui, c'est très juste, Monsieur Greg, votre pertinence artistique fait mouche. Exactement. Blague à part, voilà, donc cet atelier, il s'est petit à petit constitué avec beaucoup d'amitié rencontrées sur les salons. Et puis, évidemment, pour que ça fonctionne un atelier, il faut que ça matche entre chacun des membres. Et donc, comment, le pinacle de ça, en fait, c'est que Mhm. voilà, ça match avec tout le monde. Et bon, c'est parti, tu rejoins l'atelier, quoi. D'accord, super. Alors je lis, on a un certain Denis Barjam dans les commentaires, Barjab, ouais, qui bah, nous dit: «Ne dites pas de bêtises, on vous surveille». Bon, je sais pas ce qu'il veut dire, mais pas de bêtises, au, on est au- juste un humour bon enfant, c'est ça. mais pas scatophile. Au Voilà. moins, ça veut dire qu'on nous entend. Donc c'est bon, alors l'introduction de 15 minutes est passée. Ronan va pouvoir passer un petit peu à du dessin, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Exactement. Et donc, tu m'as parlé d'une envie, d'un projet que tu avais, et on s'est déjà croisés, toi et moi, sur des émissions entièrement culturelles dédiées à de la BD, à des films, à des séries, tout ça. Et tu t'es dit, est-ce qu'on créerait pas une petite parenthèse où on dessine en live et on parle Ouais. d'une œuvre qu'on a aimée? Est-ce que tu veux nous dire un peu plus? En effet, mais c'était aussi un peu pour faire écho au warm-up que je peux faire le matin. Mm. Mais c'est également quelque chose qu'on fait très régulièrement sur l'atelier, c'est-à-dire qu'on peut se partager nos écrans quand on travaille respectivement sur nos travaux chacun. Mhm. Et donc là, moi, pour l'occasion de ce live, récemment, avec ma petite famille, on a regardé le dessin animé Nimona sur Netflix. Nimona, ouais, tout à fait. Je vais le taper dans les commentaires pour ceux qui ne connaissent pas. Effectivement, je l'avais recommandé aussi. C'est un très bon film sur Et Netflix. c'est une sorte de récit médiévalo-futuriste. Mhm. Très sympa, très surprenant, où on suit un jeune chevalier issu du peuple qui se retrouve pris dans un complot et qui se retrouve accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, en l'occurrence le meurtre de la reine du royaume. Mhm. Et il va essayer de prouver son innocence, et il va être aidé par une jeune fille Mhm. qui a certaines particularités. Voilà, qui se transforme et C'est un tremplin. voilà, c'est le Il point se de départ de transforme au l'histoire. milieu. Et effectivement, c'est assez inattendu. Moi, j'ai assez été cueilli par l'intrigue de départ au début. Donc, on explique que c'est dans un monde médiéval futuriste, en fait, hein, où il y a toujours les chevaliers, les gens sont toujours adoubés, mais il y a une reine très progressiste qui décide d'adouber un chevalier issu du peuple, qui n'est pas issu de la noblesse.
Et évidemment, rien ne se passe comme prévu, comme par hasard, le chevalier est accusé de l'assassinat de cette même reine progressiste. Alors, donc là, Exactement. qu'est-ce que tu nous prépares comme dessin? Donc ben, je vais me laisser un petit peu porter, par ce que j'avais, par les images évidemment, que j'ai eues en tête, au regard, enfin au visionnage du dessin animé. Parce qu'évidemment, bah, quand on fait ce genre de métier-là, on peut pas s'empêcher d'avoir le cerveau qui turbine toujours et quand on regarde un truc qui nous plaît beaucoup, bah, il y a toujours des images qui font pop-up comme ça dans ma tête. Oui. Donc, alors évidemment, hein, j'ai mon image et ma compo en tête, mais, j'ai quand même sous les yeux, le le chara design du personnage pour être raccord quand même. D'accord, oui, J'aime t'as quand même un élément de référence, hein, t'es pas tout de mémoire, je suppose, ouais. exactement. Mm. Donc on va partir là-dessus. Alors là, voilà, j'avais, Ah, j'avais on a 2 Anne-Claire dans les commentaires aussi qui nous dit Hello. et ben, je lui dis: «Hello» également et Anne-Claire a déjà, je crois, eu l'honneur, de d'assister à l'expérience zéro hier soir. Oui, exact. Et puis, oui, j'allais vous dire, en fait, hier, on avait vraiment prévu de faire un test de streaming pour se dire est-ce que tout va marcher, est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on nous entend, etc. Et puis finalement, on est vraiment arrivé au numéro 0 de cette émission. Donc, cette semaine, vous avez deux fois Ronan Toulouse. Quelle chance. Quelle chance! Je ne sais pas si c'est une chance parce que vous allez aussi avoir droit à mon humour pourri. Mais bon, ça, j'ai envie de dire que sur l'atelier virtuel, ils l'ont tous les jours et ils en sont sortis, vivants. Bah, tu vois, moi, Heu, je subis tous les jours et j'en redemande, apparemment. J'en ai pas encore eu. et J'ai pas et encore eu et ma dose. oui, alors qui influence l'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, alors là, je pars un petit peu différemment qu'hier sur la base, sur le dessin. Ouais. Je fais un Hier, tu étais crayonné. dans un travail de masse et là, cette fois-ci, tu Voilà, construis plus un crayonné. c'est ça. Hier, j'étais parti sur de la masse, donc j'avais fait une grosse forme un peu informe justement et à partir que j'avais fait monter, petit à petit dans les détails. Là, je fais un peu vraiment au feeling, donc je ressens le besoin de caler mon crayonné. Mhm, Bah, c'est surtout aussi parce que bah, hier, par exemple, le personnage de Guts, c'est un personnage que j'avais déjà dessiné, donc que j'avais un peu en tête. Alors que là, le personnage de Nimona, je ne l'ai jamais dessiné, et même si j'ai beaucoup apprécié le dessin animé, il faut quand même, enfin voilà, j'ai quand même besoin de caler avec un crayonné un peu plus tradi, mhm. enfin tradi, heu, dans Et les puis là, règles de l'art. tu te lances dans un... Alors, je sais pas ce que tu en penses, toi, Ronan, mais quelque part, tu ne contournes pas l'obstacle parce que la contre-plongée, pour avoir lu pas mal de BD, c'est pas forcément le truc le plus simple à faire. Non, mais j'adore ces genres de points de vue dynamiques, par contre, ça, c'est Mhm, le genre de truc alors c'est effectivement, ça peut être casse-gueule. mhm, D'ailleurs, on voit que je triche parce que je fais en sorte que le personnage nous regarde, nous qui sommes qui la regardons à ses pieds, mhm. ce qui m'évite de traiter du raccourci toujours très casse-gueule du menton. Dessiner un menton, en contre-plongée, c'est casse-gueule. Voilà, je connais peu de gens Bah, qui arrivent très bien. oui, c'est casse-gueule. Dans le manga, dans la BD, il y a des manières de faire. En fait, on s'aperçoit qu'il y a on va dire comme tu dis, un peu de la triche ou en tout cas de la recette qui s'apparente pas réellement à ce à quoi ça ressemble. Parce qu'en fait, quand on se prend en contre-plongée comme ça avec en selfie, ça ne ressemble à rien, hein, quelque part. Et oui, Et donc, pour quand même avoir effectivement le visage, ou même là, hein, dans la position dans laquelle elle est, on s'imagine qu'elle aurait, quoi qu'il arrive, un double menton, hein. Faites le oui, test chez vous, même les petits, hein, ça fait une tête chelou. Et voilà. donc il s'agit quand même de faire un dessin qui la mette en valeur, quoi. En tout cas, qui va raconter quelque chose et qui va mettre en valeur ce que j'ai envie qu'il soit mis en valeur, en l'occurrence son regard un peu fou, Mhm, avec son sourire espiègle et presque méchant, mais en fait, elle est pas vraiment méchante, hein. C'est un changelin, qui est considéré comme c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans ce dessin animé. C'est la thématique du monstre.
qui est, à quel moment on considère que quelqu'un est un monstre, et pour qui est le monstre? C'est-à-dire que, là, en l'occurrence, elle a tous les attributs du monstre elle n'est pas humaine. Ouais. Mais au final, par rapport aux agissements des autres protagonistes, elle est quelqu'un peut-être la plus empathique des personnages qui sont présentés dans le dessin animé. Ouais, c'est ça. C'est vrai elle joue un rôle à part dans une société qui a, on va dire, sa propre manière d'être formatée. Et c'est aussi, le film est une réflexion sur, d'accord, un monstre, mais aux yeux de qui? Aux yeux de quelle référence? Tout à fait. Alors là, je vais mettre un fond, D'accord. et puis je vais aller venir mettre un petit dégradé un peu à l'arrache. Alors, notre collègue Yoann Guillot, il verrait sûrement une hérésie totale. Et doit être d'ailleurs, s'il regarde le Twitch, malgré sa connexion, il doit être en train de sauter dans son fauteuil. Tu m'envoies désolé pour le moment, mais je vais corriger tout ça. Hmm. Je me rends compte, tu vois, tu me parles de Johan Guillot, il y en a peut-être qui nous rejoignent sur Twitch sans connaître Johan. Johan, c'est un Oui. coloriste, hein, donc, hein, qui travaille très souvent avec toi. Travaille avec Brice Cossu notamment aussi. Vous avez Mmh. collaboré tous ensemble. Bah, tiens, je l'ai sous les yeux. Hop, à Ah oui, Bombix, tout à fait. cette fabuleuse bande dessinée de science-fiction. Pour te présenter un peu plus pour ceux qui te découvriraient, tiens, regarde, j'ai même ta jolie dédicace que tu m'as faite à Oh oui, Saint-Malo. N'est-ce pas formidable? Hop, est-ce que tu peux te présenter un peu plus vraiment pour les personnes qui te découvriraient et qui se ouais. diraient, bon, c'est pas le roi de la contre-plongée, mais est-ce que je n'irais pas voir ce qu'il fait ailleurs? Pardon, hein, je te dis Donc pas ça pour te foutre la pression. Non, c'est très bien, continue. non, pas du tout, pas du tout, je j'avais pas l'impression. Donc moi, je suis auteur de bande dessinée, illustrateur, hein, surtout, je ne suis pas scénariste, je suis dessinateur. J'en fais mon métier depuis 2010. J'ai commencé, avec mon premier album, sorti chez Akileos, Mhm. avec au scénario mon comparse, Vincent toujours, Bojas. Vincent Bojas. Mhm. Et donc c'était Bloc 109 à l'époque, hein, Ouais. chez Akileos, sorti en 2010. Et puis à partir de là, Akileos nous a toujours fait confiance, pour qu'on puisse continuer à sortir des bouquins dans le même univers d'abord, puis après dans d'autres, notamment malheureusement une série un peu avortée qui s'appelait Chaos Team, mais suivi du Roi des Rivaux qui, pour le coup, a été un peu mieux suivi. Mhm. Et puis ce qui nous a permis ensuite d'aller signer chez des plus gros éditeurs. Et notamment chez Dargaud, avec d'abord Tête de chien, puis La République du crâne, qui est sorti en 2022, et cette année, Tête de chien. Pardon, Iradei d'abord, en 2016, je suis un peu fatigué. Iradei, de 2016 à 2020, Mhm. et puis Tête de chien là, cette année. Il y a eu le roi des ribos aussi, c'est ça? Et Laura Derivo, mais ça c'était chez Akileos, donc Chez Akileos, d'accord. voilà. Et oui, effectivement, cette année également, c'était Bombix qui était là pour le coup, un vrai projet de l'atelier virtuel, Mhm. qui regroupe certains des membres de l'atelier virtuel. Donc Johan, certes à la couleur, moi à l'ancrage, mais surtout Alexis Santenac qui est à l'origine de l'idée Mhm. de cette série, à la direction artistique, Mhm. Brice Cossu au storyboard et au dessin, et puis Vincent Bojas au scénario. C'est ça. Et le tout concocté par Comics Bureau, et puis diffusé par Glénat. Voilà. Donc, Tu me disais aussi que le fait d'avoir collaboré avec Brice au storyboard, finalement, Brice qui a un dessin très assuré, ça avait été très bénéfique. ouais, Ouais. ouais, Ah, complètement. alors attends, on a un certain Denis Bageran. Ouais, Bageran, c'est ça? On va l'appeler Je crois qu'il a Colonel pas Barre. mis les lettres dans l'ordre. On a un certain Denis Bageran qui dit, waouh, la réalisation, il y a du budget. Alors, je sais pas Mais s'il oui, parle de Bombix ou s'il parle de ton dessin en ce moment.
Alors, je le sens, légèrement taquin, mais qu'il se rassure, le budget, enfin, comme on dit toujours, un excellent film n'a pas besoin d'un budget mirifique et ou alors souvent c'est parce qu'on le voit pas justement, hein. C'est comme en bande dessinée, quelque chose qui est bien raconté, qui est bien narré, qui est bien découpé, bah, c'est justement, tout un travail que le lecteur ne voit pas et bien c'est pareil, mon budget, vous ne le voyez pas. En fait, ce sont des années et des années d'expérience qui sont, retranscrits dans ce dessin, un peu sommaire, voilà, tout de suite. Vous allez voir que la sueur de ces années va commencer à payer. Très bien, mais Hem on est, et on est et confiant. alors là d'ailleurs, je rebute un petit peu sur le dessin puisque je reviens, je me rapproche peut-être presque un peu de la technique d'hier. C'est vrai que j'ai posé mon crayon, ce qui m'a structuré un peu le tout Et là, et finalement, tu retravailles un petit peu en masse, hein, c'est ça? là, je retravaille un petit peu en masse. Effectivement, en fait, je pose mes couleurs un peu à l'arrache comme ça Mhm. et après je vais venir travailler, un petit peu les détails. Heu, alors je Et est-ce que à force de travailler en masse, tu arrives quand même à travailler autrement qu'en rouge et noir? alors quand je suis sur un exercice de ce type-là où on est en train de parler tout en étant dessiné, donc a priori pas dans la meilleure concentration possible, c'est vrai que moi j'ai tendance à aller sur, des zones de confort, hein. Mhm. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi des couleurs qui sont complémentaires, et qui vont fonctionner plutôt pas mal. Mhm. Ça, on verra à la fin, hein. Je veux pas non plus m'avancer. Mais oui, oui, je pense que tout le monde le fait. Je pense que toi aussi d'ailleurs, toi aussi, je pense que tu pourrais te présenter un petit peu, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Oui, Heu, oui, tout à fait. Donc oui, je m'appelle Greg Deiser. J'ai intégré l'atelier virtuel il y a pas si longtemps, hein, finalement, l'année dernière. Je m'y sens très très bien. A priori, les gens s'y sentent un peu moins bien depuis que je suis là, parce que je fais beaucoup de jeux de mots pourraves. Euh, Non, sinon, voilà, moi je moi suis. ça me gêne pas, mais peut-être que les autres aussi. Alors, j'ai pas suivi le même chemin que toi en dessin. J'avais fait une BD en 2006 et en fait, j'ai pas réussi à rebondir tout de suite. Ce qui fait que j'ai vécu du dessin autrement. Alors, j'ai par la commande, dans l'institutionnel, tout ça. Et puis, depuis 2011, moi, je suis dessinateur caricaturiste en événementiel, ce qui m'a permis de gagner ma vie comme ça. Et puis, comme beaucoup, au moment du confinement, j'ai un peu eu le temps de réinterroger mes choix de vie et je me suis dit, mais en fait, je dessine, c'est très bien, mais est-ce que je dessine encore pour le plaisir, vraiment? Tu vois, on va dire la petite étincelle, le petit projet qui va Voilà. vraiment te motiver. Et il se trouve que moi, des projets, j'en avais beaucoup dans mes tiroirs que j'ai laissés au fil du temps. Donc j'ai remonté un projet, j'ai proposé à un scénariste avec qui j'avais travaillé, avec qui ça s'était bien passé, Anthony Cala, de travailler avec moi sur une BD jeunesse qui s'appelle Cléo Super Sirène. Et je Ouais. suis actuellement en train de travailler sur le tome 2, voilà, qui devrait sortir courant de l'année prochaine, qui va être un petit peu retardé. Parce que, voilà, parce que maintenant, comme je fais, et oui, et puis c'est ça, ça fait 2 ans et demi aussi que je faisais une émission en live sur Twitch, une autre émission. Et donc, me revoici dans ce projet où ce soir, donc je ne suis pas, j'ai enlevé ma casquette de dessinateur et je suis l'hôte, on peut dire, hein, de cette émission. Oui, tout à fait. On a d'ailleurs un certain Denis Tangram qui nous dit, je vais bientôt être sec. En fait, côté, ah non, c'est le même Denis que tout à l'heure, mais je sais pas pourquoi il change de pseudo à chaque fois. Il parlait de la réalisation, il parlait de Bombix, du dessin et de l'émission, et il nous met un gros pouce en l'air. Alors ça, on parlait d'adoubement du chevalier tout à l'heure. Je pense que ça doit te faire plaisir, ce pouce en l'air, Ronan. Alors bien sûr, parce que, alors on blague sur le nom de Denis, hein, mais Je sais pas pourquoi, ça m'a pris comme ça. je sais pas pourquoi, mais c'est moi ça me fait rire, mais en même temps, ça me fait rire parce que j'ai moi-même longtemps, été sujet à ce genre de moquerie. C'est-à-dire que je m'appelle Ronan Touloat, un nom breton imprononçable par le reste de la France.
Et de fait, le nom écorché, compris sur des courriers officiels, on connaît ça et je pense que Denis en rit aussi. Mais Denis est quand même un auteur majeur de science-fiction, et un auteur majeur tout court Mmh. dans le paysage de la BD française et belge. Mmh. Je pense que même Jean-Louis Denis a une renommée à l'international, hein, il y a pas Ouais. de débat là-dessus. Et effectivement, déjà c'est un ami et puis le fait qu'il y ait du moins en tout cas cette appréciation de sa part de nos travaux, qui sommes plus jeunes, hein, enfin oui, et qui avons en plus commencé de manière assez maladroite à l'approcher, il y a bien 20 ans, Mmh. eh bien c'est toujours super cool évidemment. Bah, oui, oui, bah, en ce qui me concerne, hein, Denis, quand je présentais on va dire mon projet de fin d'études, aux Beaux-Arts de 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 l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, bah, Denis faisait partie du jury, donc c'est comme ça que je l'ai rencontré la première fois. Ouais, Donc ouais. ça fait plaisir Alors que moi je aujourd'hui lui avais effectivement envoyé de qui le sermonnait sur les incohérences de UW1, ouais. du haut de mon master 1 de physique. Et il m'avait répondu de manière bah, très sympathique, hein, pour le coup. C'est très cool de sa part. Et parce que moi, dans mon mail, j'en avais quand même profité après les critiques pour dire que je faisais de la BD aussi. C'est ça qui était on notera la finesse de l'approche. Oui. Est-ce que Et tu as précisé d'ailleurs, moi je fais de la BD, mais c'est un peu bien foutu? je me rappelle plus trop, mais je pense pas que j'en étais à ce niveau-là de pédanterie. Après, je pense que j'ai fini par comprendre que c'était quelque chose qui se développait pas mal dans les écoles d'ingénieurs. Être un gros pédant qui pense avoir tout compris de la vie. Je pense que toi, en école d'archi, tu as dû connaître ce genre de profil. Oui, alors je me demande même à un moment donné, tu sais, si j'ai pas pu être comme ça, alors que, tu sais, Alors, quand j'ai sorti ma première BD, c'était vraiment de l'aquarelle ultra réaliste, et je me disais, waouh, j'ai atteint un super niveau graphique. Enfin, tu vois, et puis il y en a qui me le disaient, alors j'ai commencé à y croire un petit peu, et puis il y a certaines BD, je croisais certains auteurs en festival, je me disais, bah dis donc, c'est pas ouf. Alors qu'en fait, avec le recul, aujourd'hui, je me dis, bah non, moi, finalement, j'avais aucune abstraction dans mon dessin, tout était quasi photoréaliste, donc j'avais quand même une grosse béquille avec de la doc photo et tout, et puis en fait, bah non, dessiner, dessiner d'après moi-même, on va dire, d'après l'imagination, en fait, j'avais oublié qu'à quel point ça pouvait être pas seulement compliqué, mais infini, en fait. Tu peux ne jamais trouver un style correct dans ce que tu développes, quoi. alors, ouais, ça c'est un truc que je me suis jamais posé, mais c'est parce que moi j'ai toujours eu un dessin extrêmement instinctif, extrêmement sur l'énergie et sur enfin exprimer quelque chose, mais qui n'enlevait pas au fait que surtout au début, c'était mal branlé. Mmh. J'avais beaucoup de lacunes de dessin. Mais après, comme j'ai toujours fondamentalement aimé ça, Mmh. j'ai toujours eu à cœur d'essayer de corriger au mieux justement ces lacunes. Donc C'est pour moi, là où toi, je pense que tu es tu es peut-être toujours dans cette recherche de style, mais je pense que ça participe un peu dans la même chose. Moi, je suis toujours dans une recherche d'amélioration de mon dessin, oui, donc oui, constamment. oui. Beh, en fait, qu'elle soit consciente ou pas, et c'est un peu toute la difficulté, je trouve, de la bande dessinée, c'est que on ne dessine pas l'ensemble des pages le même jour. On a le temps, il peut se passer parfois plusieurs mois, même selon l'envergure de l'album, quasiment un an entre le début et la fin. Et ça se remarque, hein, chez certains auteurs, qu'il y a des différences. En tout cas, moi, je pense que ça, si on regarde de près, ça se voit clairement. Les personnages, ils ont tendance à grandir, ou le trait à prendre de la maturité. Et donc, après, il y a
de mon point de vue, j'ai dû rechercher aussi une forme de lâcher prise à un moment donné, moi. Peut-être un peu trop, un peu extrême, hein. Brice me disait récemment que, à l'instar de toi, j'étais beaucoup dans l'énergie et que parfois il faudrait que je la canalise un petit peu, cette énergie, pour plus, comment dire, contrôler le dessin, tu vois, et pas que ce soit, pas, j'en sais rien, j'allais dire pas trop étirer les corps si Ouais, on est en train de dessiner, tu vois, quelqu'un est en train de courir, par exemple, voilà. ouais, oui, oui. Oui, oui, ce que j'avais tendance, moi, à faire beaucoup, il y a une dizaine d'années, à exagérer, beaucoup, mon expression, en fait. Mmh. On me reprochait d'ailleurs souvent, mes coups mes coups exagérément longs, quand je D'accord. faisais des trucs très énervés. Mmh. Et ça, en fait, à force, j'ai fini par le calmer Mmh. et à me poser effectivement, pareil, je pouvais avoir tendance à ne pas, faire attention au placement de mes yeux et donc des fois, ben, on avait des yeux qui louchaient un peu ou qui se disaient non. Et voilà, donc ça c'était pas terrible Mmh. mais bon, à force, on finit par comprendre 2-3 trucs et puis le corriger, quoi. Mmh. D'un autre côté, ce que tu me dis là, j'ai vu au fil des années, même quand j'étais étudiant, tu sais, on va dire des techniciens du dessin, tu vois, Mmh. qui auraient tendance à mettre bien les yeux parallèles, comment dire, à vraiment tout mesurer, tu sais, il y a ces fameuses méthodes où tu mesures la taille d'un personnage en fonction d'un certain nombre de fois sa tête, etc. Et Mmh. parfois, ça donne un petit peu un résultat étrange avec finalement des personnages pas très habités. Oui, oui, on arrive dans cette sorte de vallée de l'étrange, où tout semble trop parfait et nous sort un petit peu du dessin. Oui, oui, tout Mm, à fait. Là, tout à pour moi, c'est le dessin, quelque part, il y a quelque chose du laboratoire de recherche, hein, mhm, constante. C'est-à-dire que justement, tu es constamment en train de chercher cet équilibre-là entre, la justesse du réel que tu représentes, mais en même temps, ce que toi tu en perçois et mhm, qu'est-ce que tu veux raconter avec. ouais, Et bah, c'est loin d'être facile ça mais pourtant c'est vraiment une quête de tous les jours. mm, On a tous une vision déformée, du monde qui nous entoure et on va essayer de le représenter avec notre propre prisme et oui. et ce prisme déformant, bah, va nous donner la patte, en tout cas va nous donner la sensibilité, en tout cas artistique que nous on a et comment on perçoit les choses. Mm, Et encore plus quand on raconte des choses en bande dessinée où il faut, faire percevoir le mouvement, faire percevoir la vie. Sur des images figées évidemment c'est pas évident. Donc ça passe par une forme de cette triche en fait, cette triche de la déformation. mm, En fait c'est ça, hein, le dessin et a fortiori en plus encore en BD, on ne fait que tricher tout le temps. oui. Bah, il y a plusieurs Et choses, oui. Il y a comme tu dis, la triche. Alors, il y a aussi les traits de mouvement, hein. Tu ne peux pas filmer un trait de mouvement, hein, non, ça n'existe pas. C'est un art bien à part. Et puis, c'est l'art séquentiel, hein, la BD, hein. Au cinéma, tu n'as pas plusieurs plans en même temps, côte à côte, qui attestent d'un mouvement. C'est vraiment la succession des plans. La BD, c'est la succession et la juxtaposition des images qui donne cet effet de narration et de mouvement. c'est ça et puis, et de fait dans le dessin, en tout cas moi je suis de cette école-là, hein, cette légère exagération, qui va qui va te suggérer encore plus justement, ce mouvement. Mmh. Qu'est-ce que tu Du coup, penses de la photo, toi? Moi, j'essaye quand il m'arrive. Ah, on a Bélissande qui nous dit: «Hello les amis!» Salut Anaïs. salut Anaïs. Concernant, on espère que ta connexion est un peu meilleure, Anaïs, aujourd'hui, pour compter avec nous pendant toute la durée du stream. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais parler oui, de la photo. Moi, j'ai vu pas mal de gens bosser d'après photo et en fait, finalement, être coincés Mmh. par la photo, adopter. Anaïs nous dit que ça va mieux aujourd'hui. Adopter.
tu sais, quelque part, la reproduction d'un dessin, finalement, avec la focale d'un appareil photo. Alors, je parle même pas des selfies, hein. Des fois, je suis obligé d'expliquer ça aux gens. Il y en a qui se prennent en selfie pour que je les dessine en caricature. Je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, mais regardez-vous sur le selfie, on voit aucune de vos deux oreilles. Vous trouvez pas ça étrange? Normalement, on est censé quand même au moins les voir de côté, mais il y a une déformation. Et de fait, quand je fais des ateliers, parce que ça m'arrive avec des jeunes amateurs de dessin, je leur dis arrêtez la photo, quoi. Parce que souvent, ils arrivent avec les dessins qu'ils ont fait chez eux, soit ils reproduisent les dessins d'autres auteurs, souvent des mangaka. Je leur dis, tu Mmh. sais, ce dessin-là, c'est un dessin prédigéré par un autre auteur, donc quelque part, tu reproduis les choses qu'il a comprises lui sans les comprendre. Et puis la Exactement. photo, n'en parlons pas, quoi. C'est-à-dire que la photo, tu seras constamment limité par bah, ce que tu es capable de prendre en photo. Et Tout à fait. la façon dont tu vas placer l'objectif, la focale des appareils, et puis autant les téléphones peuvent faire des photos formidables, autant bah, ils ont leur manière d'observer le réel. Tout à fait. Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ce que je te dis, toi? C'est quoi ta Bah, position c'est super là-dessus? intéressant et tu fais bien d'évoquer ça parce que, en fait, quelque part, je pense que c'est justement cette question de ce que je disais plus tôt, cette question d'interprétation du monde qu'on voit autour de nous et la photo, ça en fait partie. Moi, par exemple, la référence photo, elle est au cœur de mon dessin. Mhm, Je vais toujours avoir, bah, j'ai une grosse banque de données de références photos. Quand je fais Overmap, il y a toujours une base de références photos et justement, toute l'astuce, c'est d'utiliser cette base pour en faire autre chose. Donc, moi, ça me sert d'assise, sur une posture, sur une certaine disposition, par exemple, d'anatomie, pour voir comment les muscles se positionnent avec tel ou tel mouvement. Des éclairages aussi, comment un éclairage particulier va sculpter un visage ou un corps ou un environnement. Et à partir de là, moi, ça me sert toujours de tremplin pour en faire autre chose. mhm, Justement, je me constitue une banque de données en faisant des warm-up qui sont plus ou moins, qui sont un terrain d'étude, en fait. mhm, C'est un terrain d'étude où voilà, je fais mon croquis d'observation à partir de la photo qui me permet de comprendre des choses et à partir de là, c'est des choses qui vont infuser et que je vais réutiliser dans mon dessin et dans mes planches. Ou alors à partir de cette même photo, ça me donne une idée pour créer autre chose. Ceux qui suivent mon Instagram, par exemple, pourront, regarder le dessin que mon warm-up de ce matin. Le posing du personnage que j'ai fait est tiré d'une séance de pose, faite, dans les années, 60-70 par un acteur, pour, un illustrateur, qui avait besoin de ça, pour faire des couvertures de Doc Savage, un comics des années, 70, qui fait partie de l'univers de Marvel. Doc Savage. Donc pour moi, la photo, effectivement, elle est importante, mais il faut savoir l'interpréter, en fait. Il Ouais. faut savoir l'interpréter et il faut savoir la réutiliser dans son travail. Et c'est intéressant que tu me poses la question parce que, toi, quelque part, tu as commencé justement par un trait, justement, extrêmement photoréaliste. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors c'est marrant parce que moi je suis en train de chercher ton Instagram pour le montrer un peu aux autres. Oui, alors j'ai commencé enfin, j'ai commencé ma carrière finalement par un album photoréaliste. Mais finalement, c'était pas réellement un choix de. C'est juste parce que j'ai travaillé sur la BD Mmh. dédiée au chanteur M. Ouais. Et qu'en fait, son agent, elle avait un peu qu'une idée en tête, c'est que ça lui ressemble bien, voilà. Ça lui ressemble bien et en plus, il y avait même une histoire qu'il avait il avait pris quelques kilos à un moment donné pendant une tournée et moi je le dessinais dans ce moment-là, mais entre-temps il avait perdu, alors il fallait que je dessine comment il avait perdu et en fait, de dessins qui étaient plus inspirés, de photos au départ, je me suis retrouvé rapidement à travailler de manière photoréaliste. Et de fait, tous les personnages incarnés dans la BD ont eu droit, comme toi, à leur séance de photo. Ouais. Et pour le coup, ce que tu dis là, de la réinterprétation, je dois dire que
je n'ai pas vraiment réussi à Tu avais pas la marge, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, on était dans un cas extrême, en fait, où on t'a imposé, une sorte de cahier des charges, heu, qui t'a qui t'a noyé presque, en fait. oui, c'est ça, je me suis Mmh. laissé, embourber dans ce truc-là. Alors je me remets à Donc je pense l'écran. qu'effectivement, tu es le bon exemple de que cela peut être un piège, mais en même temps, ça peut être aussi, une réelle source d'inspiration, une point de départ. Pour autant, il ne faut pas que ce soit que ça. Il faut qu'on ait aussi, Exactement. ça vienne, servir de Il aurait fallu, alors malheureusement, on touche là à une autre réalité de notre métier et même la façon dont moi, personnellement, je m'investis dans un projet à un moment donné, c'est que je me laisse pas forcément la marge de faire ce que je devrais faire, c'est-à-dire faire du croquis. Toi, tu as tes warm-up en plus de la BD, c'est vraiment une bonne discipline et que très, très franchement, j'arrive pas à appliquer dans mes journées. Et d'ailleurs, je dois dire que Ronan, c'est vraiment un modèle de- comment dire, je le cite souvent dans son hygiène de vie parce que tous les jours, donc sur la télé virtuelle, à midi et demi, il dit, alors je m'en vais, je vais faire du sport. À 16 h ou 16 h 30, il dit, je vais manger une pomme. Il revient. Je me demande même, j'ai pas encore capté, mais si ça se trouve, il va même aux toilettes à heure fixe. Voilà, c'est vraiment. alors tu ne pourras pas si bien dire parce que, le caca du matin, à 8 heures précises, il est super important. Très bien. Je suis très content que. Je sais que mes enfants regardent l'émission en bas et je suis très content qu'ils aient appris cette information. De rien, écoute, c'est moi j'ai couché le mien, pour pas qu'il ne voie ça. Donc peut-être que j'aurais dû, ouais, du coup, je me confonds je me confonds en excuses, de honte, voilà. Écoute, il y a pas de problème. On est tous un peu, logés à la même enseigne, sauf que comme tu l'as compris, les miens ne dorment pas, ne sont pas couchés. Donc voilà, chacun, donc on va dire que tu es dans la famille, toi tu as la famille hygiène de vie et moi j'ai la famille, on survit, on fait comme on peut. Voilà et d'ailleurs, bah, écoute, tu pas fait exprès, mais tu me tends un peu une perche. Hem, c'est quoi pour toi, être, auteur, papa à la maison? Enfin être papa, est-ce que ça a eu un impact sur tes choix de carrière ou au moins tes choix de vie et comment tu travailles et les horaires auxquels tu travailles? Oui, clairement. Déjà ma compagne elle est prof, donc fait pas du tout le Ça nous même fait un métier que autre point moi. commun, hein. Un autre point commun, tout à fait. Ce qui est une bonne chose, que son conjoint, ne fasse pas la même chose, à mon sens, hein. Attention, je juge pas ceux qui sont en couple et qui font le même métier en connaissant Oui, parce qu'il se trouve qu'on a un couple de dessinateurs dans l'atelier. On aurait dit d'un seul coup que tu lui as envoyé une non, petite non, non, mais pique. c'est pas ça, c'est que là, je raisonne vraiment à titre personnel, c'est-à-dire que moi, ça me sort du quotidien, du dessin. C'est-à-dire que, l'atelier virtuel est extrêmement important parce que ça génère ce besoin de sociabilité, qu'on ne pourrait ne pas avoir étant assez isolé, travaillant chacun chez soi. Et puis surtout d'échanger sur notre même profession en fait, mais pour autant, échanger avec quelqu'un d'autre qui vient d'un autre milieu et qui a ses autres problématiques, je trouve ça, tout aussi, intéressant, enfin rafraîchissant. En tout cas, ça permet de sortir la tête en fait, ça permet d'échanger avec quelqu'un d'autre, puis d'avoir un autre aperçu de ce qu'est le monde en fait, tout simplement. Tout à fait. Donc ça, c'est un premier point et puis effectivement, bah, elle, elle a des horaires, elle a un emploi du temps, voilà, que moi, autant le mien, je le fais comme je veux, elle, non, elle a pas le choix. Et C'est vrai. évidemment, quand tu as des enfants, bah, c'est pareil. Quand tu es à l'école, bah, tu as un emploi du temps et tout, donc tu te conformes à ces horaires. Donc effectivement, ça t'impose quand même une hygiène au quotidien, de se lever comme les autres, et puis d'arrêter de toute façon, tu as pas le choix d'arrêter, le travail quand tout le monde revient à la maison. Parce que, bah, ça, c'est aussi quelque chose aussi, j'ai appris à lâcher prise. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, ce métier, j'avais toujours peur de pas en faire assez. Donc je faisais des journées monstrueuses, et là, pour le coup, je prenais,
je faisais pas de sport à l'époque d'ailleurs et je prenais à peine, une demi-heure pour manger le midi et je faisais des journées de 8 heures à 19:00, puis souvent d'ailleurs j'avais tendance à être, à rebosser un peu le soir, enfin bon, voilà. Et en Mmh. fait, petit à petit, j'ai fini par apprendre à lâcher prise en fait, à me dire: «Mais attends, c'est quoi le plus important aussi?» Là, tu développes, tu développes, une famille, tu as des enfants, il faut partager des choses avec eux. Lâche l'affaire, et pareil, je prenais jamais de vacances, avant ou alors, 1 semaine ou 2 semaines et puis, j'ai fini par me dire: «Mais c'est pareil, c'est des moments ultra précieux, enfin voilà, on a l'opportunité, on a la chance de pouvoir partir, l'été, longtemps, faisons-le et puis, à chaque petite vacances, je prends le temps de passer un moment avec les enfants, Mmh. heu, hors de la Alors, maison. On a on a déjà, donc il y a Bélissande dans les commentaires qui me dit: «Il y a pas un couple de dessinateurs à l'atelier virtuel, il y en a 2». Donc c'est vrai que pardon, c'est vrai que j'ai un peu, j'étais sur dessinateur et je ne pensais plus aux autres et désolé, désolé, bien entendu, je pense à vous. Et on a également, Dave le dessineux qui nous rejoint dans les commentaires, qui dit: «Bonsoir l'atelier virtuel et bonsoir et tout le bon, monde». Voilà. Ah non, il y en a plus même. Oh bah, excuse-moi Anaïs, il y a plus de hein. couples encore. Bah oui, oui, je suis bête. N'importe Donc quoi. voilà. Tout ça pour dire que moi, en fait, là où ça m'a changé, c'est que j'ai fini par lâcher prise sur plein de trucs Mmh, et être beaucoup plus cool sur plein de choses. mmh. Heu et au final, C'est intéressant ce que tu dis, je sais pas ce qui fait ça, tu vois? Alors je pense que tu as raison, mais moi, il m'a fallu un long moment aussi avant d'accepter, que j'étais pas obligé de retourner travailler le soir. Même à la naissance de mon premier enfant, donc déjà, au début, j'ai passé un peu de temps à la maison, puis après je me suis dit: «Oh, il faut que je rattrape le temps, il faut que je rattrape le temps perdu sur les projets, il faut que j'avance». Et je rentrais pour dîner le soir et quand tout le monde était couché, je repartais à mon atelier qui était quand même à 1 kilomètre et demi de marche, et je travaillais, une bonne partie de la nuit et puis en fait, tu te déphases complètement et à un moment donné, ça n'a aucun sens. Mais j'ai ça m'intéresserait, tu vois, d'avoir, il y a eu les états généraux de la BD à un moment donné, ça m'aurait intéressé de savoir, qui arrive à finalement avoir une hygiène de vie, normale, si je puis dire, c'est-à-dire à se lever en même temps que tout le monde, et quelle proportion, travaille le soir en se disant, quelle proportion part en vacances aussi, au-delà des moyens, hein, au-delà du fait d'être capable, mais quelle proportion oui, prend, parce que prends des vacances tout simplement et ça m'a alors pardon, juste pour te donner un exemple, ça m'a heurté tout à l'heure, de voir ça. J'ai une collègue, autrice de BD, qui a eu, pas mal de soucis, même de santé, tu vois, dans l'année et qui a commencé un post, sur Facebook tout à l'heure en disant, «Pour mes 3 jours annuels de vacances, j'ai fait ça». Et tu te dis: «C'est pas possible, en fait», tu vois? ah oui, bien sûr. Et en même temps, ces 3 jours annuels, je les connais, je l'ai vécu ça. À un moment donné, je me suis aussi pas autorisé plus que ça. Et est-ce qu'on pouvait? C'est-à-dire que moi, c'est pareil, c'est-à-dire que moi, à partir ça va de pair, c'est-à-dire que, l'assise, financière que ta conjointe, qui fait un autre métier et puis a fortiori qui est prof, donc fonctionnaire, qui donne une «sécurité» entre guillemets, ça te facilite un peu le mental Mmh. et puis moi, ça va de pair aussi avec le fait que, professionnellement, ça a été de mieux en mieux. Mmh. Heu des albums qui marchent bien, des bons contrats signés chez des gros éditeurs, des originaux qui se vendent et cetera. Enfin tout ça, tout un enchaînement qui fait que globalement ça va bien et donc je peux à un moment, en conscience, je peux me dire: «Bah oui, je peux lâcher l'affaire». Mmh. Par contre, le stress que j'avais à l'époque, il y a une grosse dizaine d'années, allait aussi de pair avec le fait que, je dégageais pas beaucoup d'argent et donc j'avais aussi une forme de culpabilité de me dire: «Bah, je suis obligé de bosser pour aussi pas être complètement dépendant de ma compagne, et puis de juste de survivre, quoi». Alors, en plus, tu es tout seul ou alors ton conjoint, bah, a un emploi aussi précaire, Mmh. c'est impossible, en fait. C'est Et impossible, donc ça, c'est effectivement, ça, c'est une réalité du métier qu'il faut absolument dire, oui, tout à fait.
Beh, il y a ça effectivement, enfin je le sais, aujourd'hui par expérience et je pense que je ne retomberai pas forcément dans ce travers-là ou j'espère que ce sera pas le cas. Mais quand tu démarres effectivement ou même dans mon cas quand tu redémarres, hein, parce que mine de rien, parfois, les carrières, Mmh. ça peut être en dents de scie, des fois tu peux Ah oui. travailler sur alors encore une fois, j'ai toujours travaillé dans le dessin, mais ça a été parfois plus alimentaire que maintenant. C'est-à-dire des dessins qui me plaisent pas forcément à faire. Je pense notamment une fois, j'ai dessiné tout un supermarché. Alors je peux te dire que j'ai dessiné du caddie et c'est horrible en fait de dessiner du caddie, c'est vraiment pas intéressant du tout. Bah, je te Il se bah, trouve que, il se nous-mêmes, trouve que, il se trouve que ça m'a bien fait gagner ma vie. ouais. Ça m'a permis de remplir le mien. Voilà. Et puis en 2013, on avait fait d'ailleurs un job de ce type-là, Et tout à fait. ensemble, Ouais, ouais, qui c'est était ça. tout aussi peu passionnant. Oui, oui, et en même temps, bon, ça nous a permis de collaborer aussi à C'est vrai. l'époque, donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est des jobs que j'ai fait, souvent, tard le soir ou dans la nuit, parce qu'en plus, c'est parfois des clients qui ont besoin de recevoir tout le vendredi midi avant de partir en week-end, voilà. Donc des fois, ils te demandent des trucs impossibles et c'est vrai que il y a une forme appât du gain où tu te dis: «Si je travaille plus là, après j'aurai un peu plus d'argent d'avance» et en fait, c'est un mauvais calcul, voilà, si jamais il y en a qui font ça, peut-être, je vous invite à essayer de vraiment sonder et interroger, le bilan de tout ça. Parce qu'en fait, on s'use la santé. Oui, On s'use la santé, on n'est pas régulier et en fait, une grosse charrette ou un gros moment de travail intense, va faire que derrière, on n'aura pas forcément le jus pour ouais. embrayer et que ce sera tout le temps et tout l'argent qui a été gagné sera perdu, ailleurs. Enfin, en tout cas, avec la pratique, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Tu vas me Mmh. dire: «Mes parents me l'avaient dit depuis le début, hein». Quand je quand Oui, je oui, mais quand tu je faisais vois, mes devoirs tard le soir ou quand je faisais des charrettes, ils me disaient: «Ouais, ben arrête en fait, faut pas bosser comme ça». oui, mais moi, bon, tu vois, nous, on nous a aussi beaucoup vendu des métiers, sécures, stables. Moi, en Mmh, l'occurrence, j'avais commencé à suivre une voie vers un métier d'ingénieur, mais bon, moi, j'ai des copains aujourd'hui, à 40 ans, des bureaux d'études ou dans des grosses boîtes qui sont ingénieurs et qui sont complètement pétés par les boulots, en fait, moralement, hein, et psychologiquement. mmh, Si ce n'est physiquement d'ailleurs. mmh, Mais moi, ça faisait aussi partie de la réflexion que j'avais menée, aussi encore une fois parce que je pouvais me le permettre, de reprendre énormément de sport, en tout cas de laisser une grosse part au sport, dans ma journée, parce que, passé 30 ans, approchant de 35 ans, je commençais à développer des grosses douleurs, un peu partout, notamment de dos et dans les épaules, et je me disais: «Là, c'est qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Qu'est-ce que ça va être dans 15 ans, quoi?» mmh. Et des Donc douleurs de dos, des douleurs de reins aussi. oui, et voilà, tout ça, qui est évidemment pas corrigé par le stress. Au contraire, Mmh, c'est le stress, c'est un accélérateur de ce genre de choses, quoi. mmh. Heu, On a une question, je pense qu'on vient de se faire sniper dans les commentaires. On a Bélissande qui a déjà répondu, merci pour ta réponse. Bélissande qui est notre chère modératrice dans les commentaires. Merci à toi. Il y a Pauline dans les commentaires qui nous dit: «Combien comptez-vous faire d'émissions?» Et c'est marrant parce que dans cette question-là, j'entends alors, Pauline, c'est quelqu'un que je connais bien. J'entends qu'on est en train de dire: «Oui, faut pas travailler le soir, il faut avoir un rythme régulier» et qu'est-ce qu'on est en train de faire là maintenant, Ronan? oui, Alors que tu et as de fait passer un bon moment en vidéo, mais en effet. tu fais ton warm-up du matin, tu fais tes planches de la journée et le soir, qu'est-ce qui se passe? Là, on décide de se rajouter un truc au contrat, de se faire, Mais se alors lève. il y a non, mais c'est intéressant ça, parce qu'en effet, ça participe aussi à toute une réflexion de fond qu'on peut avoir, globalement, sur l'atelier, virtuel, moi là, ça fait partie, alors c'est du travail sur du travail. C'est-à-dire que ça participe à un effet de groupe, et quelque chose où on se serre les coudes et on essaie de travailler ensemble sur un projet commun, qui est pas forcément lucratif, justement, qui n'a pas de but lucratif, Bah non, mais qui va aussi nous servir à nous faire connaître les uns les autres et à nos travaux respectifs. c'est ça. Peut-être que ça donnera, lieu à autre chose, plus tard, je ne sais pas.
et certainement. Mais ça fait partie aussi des réflexions qu'on peut avoir, sur l'évolution de notre métier et comment on se représente nous aujourd'hui, avec les outils qu'on a. Parce que, bah, on a que nous pour faire notre promotion, en fait. Donc effectivement, on peut très bien se dire: «Bon, oh là là, c'est bon la journée, je reste sur un rythme où je me fais plus chier», mais en même temps, faut pas non plus, finir en dehors sur le bas-côté, quoi. Mmh. C'est un peu le risque qu'on a, dans ces métiers. Ouais, Et donc l'avantage qu'on a avec l'atelier virtuel, c'est justement de pouvoir être ensemble, faire un projet commun qui va nous bénéficier à tous. c'est ça. En fait, oui, alors avant que je réponde, il y a Dave le dessineux qui nous dit: «Heureusement que Ronan a une vie de famille quand même, sinon les chiffres de la surproduction BD augmenteraient de ouf». C'est vrai que heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, tu sortirais peut-être, pas ce tu ferais pas un album tous les 3 mois, tu le ferais tous les 1 mois et demi peut-être? Ah là là, la blague éculée qui revient tout le temps. Alors je Non, rassure, mais c'est hein, que tu je dis je ne suis je me comprends, c'est vrai que, en incapacité. disons que sur le temps où j'ai fait Cléo tome 1, Non, non, mais tu travaillé sur plusieurs projets. Après, tout ça n'est pas très comparable parce que, en termes, enfin, sur le nombre de pages, par exemple, on peut comparer le nombre de pages par album. On peut aussi dire que tu ne fais pas la couleur de tes albums. Enfin, voilà, il y a ce qui n'est pas grave, hein, mais voilà, on peut non. dire quand même que tu as un bon rythme de production. Voilà. Ah oui, oui, je le dément pas évidemment, ce Mm, serait un peu abusé de ma part. Non, 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 mais par contre, effectivement, bon, il y a des applications qui sont pas forcément les mêmes sur tous les projets, mais voilà, quand je suis sur un projet, type franco-belge, c'est 6 mois par bouquin et mm. donc environ 2 par an, quoi. Je pense qu'en plus, Ça fait le rythme, c'était pas vraiment une pique hein, de la part de Dave le Dessineux. C'est que je crois qu'il est très amateur de ton travail. Il l'avait déjà dit au cours d'une autre émission. Et il disait que il aimerait bien que son budget lui permette de te suivre sur tous les projets, mais c'est pas possible. C'est vrai il a bien, on oui. commence à, on va dire qu'on commence à devoir choisir un petit peu, quoi. Si on veut suivre la carrière de Ronan Tolouat, voilà, faut choisir. Voilà. Bah, oui, oui, je sais bien, mais ouais, mais ça, c'est intéressant aussi de souligner le fait que, le métier aujourd'hui, quand on a enfin, cette productivité que je peux avoir, je peux me permettre de l'avoir, mais c'est aussi par nécessité. Heu j'ai commencé, à travailler chez un petit éditeur qui payait mal, et en faisant aussi des projets à droite et à gauche qui payaient pas très bien et en fait, on commence à prendre, on prend des codes dans le dessin et des astuces qui nous permettent d'aller plus vite, et qui nous permettent justement de mener plusieurs choses de front et de gagner, tant bien que mal notre vie. Donc après ça, c'est des choses qui restent évidemment, hein. Moi, j'essaie de continuer à apprendre aujourd'hui, c'est justement à calmer les choses, à prendre justement plus le temps, sur certaines choses, sur certains projets. Mm. Hem, Malheureusement, le milieu de la bande dessinée aujourd'hui, change très vite et nous force aussi, et beh, par moment à se dire: «Bah, je vais prendre plusieurs cartes en main et puis on va voir ce qui reste, quoi». Quand on a la possibilité de le faire évidemment. Malheureusement, aujourd'hui la BD, et le monde de l'éditorial fait énormément de mal et énormément de dégâts chez beaucoup d'auteurs, qui ont pas forcément les mêmes capacités que moi, et quand on passe, 1 an et demi sur son album et qu'il est, complètement, Pour s'apercevoir bazardé qu'il est balancé au missile chez les libraires sans. Ouais, c'est pas très simple. sans Alors, ah oui, Ronan, on a beaucoup de commentaires d'un coup parce on a plusieurs personnes qui nous ont rejoints. Merci, merci à vous. Donc, on a Georges, blablabla, Georges qui se noie dans son pseudo, qui nous dit bonsoir tout le monde. Alors, attends, parce que il y a trop de commentaires, faut que je remonte. Qui nous dit bonsoir tout le monde, j'espère que ça va. Oui, ça va bien. bah, On est très content d'être là en fait. Est-ce que le problème de la rémunération des auteurs génère ce rythme de travail insensé? Il faut bien remplir le frigo. Donc je pense que tu as un peu répondu à la question. En tout oui, cas, je pense avoir répondu, oui.
tout à J'ai fait. l'impression, en tout cas, qu'on en parlait un tout petit peu plus tôt, Ronan, peut-être ça t'a quitté, on va dire, cette problématique du frigo. Là, tu es plus dans un rythme production. Et puis aussi, je crois hein, que t'es plus forcément dans la même cible. Hein. Il y a des albums que tu as sortis qui sont plus adultes, d'autres jeunesse. Finalement, tout le monde ne te suit pas. Enfin, tu vises pas forcément le même lectorat dans tous tes projets. Bah non, moi en tout cas, enfin aujourd'hui en ce qui me concerne, je suis vraiment dans une logique de bon, bah, en fait, il se trouve que j'ai une certaine notoriété certes dans le métier, mais aujourd'hui on sait très bien que ça peut aller très, très vite, dans un sens comme dans un autre. Mm, Et j'ai pas de succès énorme ok. qui me permettent d'être serein et dire: «Bon, bah, OK, j'en ai pour quelques années devant moi, et puis, voilà». Donc bah, quand, en fait, à chaque série, on est toujours, chez pour l'éditeur, on est toujours, une promesse encore, mais des fois, beh, ça arrive pas. Alors, c'est un coup, on va faire une série, bah, Iradei, par exemple, c'est une série qui a pas atteint les objectifs de Dargo, donc c'est arrêté précocement. Puis d'un coup, on a la République du Crâne qui arrive, qui marche très bien. Donc hop, le blason est redoré. On sort chez Lombard Cosaque, c'est pas un succès, loin de là. Pour autant, derrière, il y a Tête de Chien qui arrive et là, qui marche bien. Mm. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Et donc, en fait, Vincent, ton scénariste, me confiait aussi que selon le contexte, il pouvait y avoir un album qui était considéré comme pas trop une réussite, et finalement, au regard des autres ventes, finalement pas si mal. Donc c'est un peu... oui. voilà. Tout à Euh, fait. Et c'est extrêmement frustrant parce que, en plus l'éditeur, ça, tu connais bien, va avoir tendance aussi à reporter la faute d'un échec évidemment sur l'auteur, hein. mm, mm, Donc en fait, on est constamment ballotté en fait, entre ces injonctions, mm, tant qu'on n'a pas, une sorte de d'énorme succès qui nous assied, bien, en tout cas durablement dans le métier. mm. Donc Oui, c'est oui, et ça, c'est ouais, tout à fait. c'est une vraie, Et vraie grosse problématique qu'on a aujourd'hui, ça hein. doit contribuer au-delà de l'effet, vouloir remplir son frigo, cette question-là de devoir finalement, on va dire l'injonction d'être dans une réussite permanente. Et j'ai même, je me rappelle Malo dans l'atelier qui disait: «Mais à la limite, c'est presque encore pire d'avoir fait un succès parce qu'après tu cours après un même Oui, succès». Et c'est vrai qu'il y a pas mal de parcours d'artistes musicaux auxquels je pense, où c'est vraiment là-dedans, hein. Si tu cartonnes d'un coup, après, les gens ne voient pas ton album suivant et te disent: «Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il fait plus rien». Pareil dans la BD, voilà, donc c'est compliqué. Faut être, quelque part toujours présent, toujours debout. mais vraiment, hein, c'est ça. Et et c'est très, très dur, et en fait et surtout de pas finir, has-been aux yeux des éditeurs, parce que malheureusement, on est aussi toujours un peu dépendant d'eux. On n'est pas on a en tout cas, ils nous font bien comprendre que nous sommes du mauvais côté du rapport de force. Mmh. Et donc et donc bah, il faut constamment, prouver sa valeur, en fait. Mmh. Et 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 ça voilà, ça passe par des choix. Alors est-ce que ces choix sont les bons? Je sais pas. En tout cas, c'est des choix qu'on fait, bah, en fonction en essayant d'être toujours dans le mouvement, en fait. Et on n'a jamais vraiment le temps de se poser pour réfléchir profondément sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas qu'on fasse. Mmh. C'est super compliqué, en fait. C'est ça. Dans les commentaires, nous accueillons Jocelyn Lapin, qui nous dit: «Damned, damned, je ne les ai pas encore trouvées toutes ces astuces». Alors je suppose qu'il parlait des astuces pour être plus rapide, plus efficace. Il nous Ouais, dit: «Bonsoir à tous». Écoute, Jocelyn, je pense que c'est un des objets de ce live aussi, c'est un peu observer, différents auteurs, hein, parce que là, on est dans la configuration où je présente et où Ronan, est au dessin, mais il y aura d'autres dessinateurs, hein, qui se succéderont. Peut-être même là, c'était un test, on voulait être que 2 pour simplifier, les échanges, mais peut-être même qu'il y aura des combos un peu. Pourquoi pas recréer, Brice Ronan, ouais. et Johan à la couleur, sur un même dessin en une ou en plusieurs soirées. Je me disais même ça pourrait être comment dire, intéressant d'échanger les rôles, pourquoi pas. Mmh. Imaginons un dessin de Johan, la couleur de Ronan à la fin, et puis
Ouais. et puis le dessin de Brice. Enfin, bref, je pense qu'il y a moyen de s'amuser un petit peu. Et puis, bah, ce sera l'occasion pour chacun de parler un peu de technique de dessin, parce que même nous, on se surprend en fait, hein, finalement, hein. Quand on Mmh. s'observe, quand on se regarde travailler, on se dit, ah bah ouais, mais j'aurais pas du tout commencé par cette étape, par exemple. Ouais. Oui, Il y a tout à fait. également un certain Denis Boulgour qui nous dit dans les commentaires, mais Ronan me pique mon boulot de syndicaliste. Tu le connais, ce Denis Je crois que j'en ai entendu parler, Hmm. c'est encore Il nous encore précise, un auteur de bande dessinée de l'Est qui essaie de nous piquer notre métier. Voilà, cela, je pense que c'est bon, en une phrase, j'ai cassé le truc. ouais, je sais pas si tu confonds pas avec Denis Bajarmski, l'auteur polonais. Oui, exactement, Euh, effet Morgane, c'est ça? c'est ça. Donc il dit oui, l'énorme succès, faut-il qu'il soit sur une série pour que ça dure un peu? Et oui, Exactement, et pour ça, il faut qu'il y ait, un éditeur il croit. qui porte, qui y croit et qui porte, Comte Vent et Marée, une série, et qui investissent massivement dedans, et aujourd'hui, bah, croyez-moi, c'est loin d'être le cas pour la majorité des choses, hein. On se rend même compte que le chiffre de vente, d'un album est prévu un peu plus ou moins dès le départ, et que, bah, si ça on peut en rester là, ça les arrange dans leur compte d'exploitation. Hmm. Voilà, c'est complètement, antinomique, c'est pas c'est ça peut paraître très étrange, mais il y en a eu En plus fait, d'investissements. je pense que tout à l'heure, en préambule, on expliquait qu'il n'y aurait pas forcément que des soirées dessinées et que là, on a tous envie pourquoi pas, de vous proposer des soirées de débat avec Oui, plusieurs auteurs invités parce qu'on a quand même des sujets. L'atelier virtuel, c'est ça aussi, c'est un endroit, on va dire un safe space où on peut se parler chacun de nos conditions de contrat, de ce qu'on vit avec nos éditeurs. Et finalement, se parler, ça produit quoi? Ça nous fait nous rendre compte qu'on n'est pas tout seul, en fait, oui, que chacun a eu son lot de galères, alors que quand on pense, quand on voit les carrières respectives de chacun, quand on voit tout ce qui sort, on se dit, bah ça doit pas être comme ça pour eux, ils doivent être bankable peut-être, ou ils ont pas l'air d'être des galériens comme nous, mais en fait potentiellement si. Donc on a régulièrement dans notre journée des moments où on est tous en train de dessiner, mais on est en plein débat aussi parfois de dire mais c'est pas possible, comment ça se fait que ça arrive encore, ce truc-là, comment se défendre. Denis donc en commentaire parlait de sa place de syndicaliste parce que donc Denis, j'espère que je vais pas dire de bêtises, mais donc il a cofondé la Ligue de justice, non, comment ça s'appelle? La Ligue des auteurs, la limite des voilà, auteurs. qui est un syndicat hein, qui défend, voilà, qui travaille à défendre nos intérêts auprès du ministère de la Culture notamment, et c'est pas facile quand on se rend compte qu'en face, ben, c'est pas forcément au programme d'écouter en priorité notre secteur de métier. Donc bravo à tous ceux qui Alors, s'investissent tout le monde. dans le syndicalisme. Et Et donc Georges nous précisait en commentaire qu'il était libraire à BD Fugue, c'est ça, à Grenoble? Est-ce que je me trompe? Geoffrey, c'est ça? Hop, hop, je ça m'appelle doit être, Geoffrey, je travaille à le BD Fugue à libraire Grenoble, c'est bien ça. qui a accueilli, Nicolas et Christelle, le week-end dernier, j'imagine. Pour les auteurs qui nous suivent, qui nous regardent, oui, c'est ça. Ça doit être effectivement le libraire. Ah bah salut, il paraît que vous n'avez pas eu le représentant pour ma BD. Bah voilà, je me présente, je m'appelle Greg Dyser, je suis l'auteur d'une série jeunesse qui s'appelle Cléo Super Sirène. Donc voilà, j'ai entendu parler de Et toi. Et puis j'espère pourquoi pas venir dédicacer dans votre librairie, dans ta alors, librairie un de ces jours. si Geoffrey, en plus, est partant pour des dédicaces, croisées, je crois qu'il l'est, avec, bah, des copains de l'atelier virtuel, je pense que, bah, pas mal d'entre nous seraient partants. Qu'est-ce que tu appelles les dédicaces croisées alors, Ronan? Bah, non, bah, enfin, c'est plutôt dédicaces ensemble, en fait, Ouais. on vient ensemble, on Parce que tu dédicace sais tous. que de le dire comme ça, moi je trouverais ça trop. Oui, enchanté, Geoffrey. Je trouverais ça trop cool en fait qu'on vienne, qu'on fasse une séance de dédicace. Mais imagine que au lieu de faire dédicace dans nos livres avec chacun son bouquin, on vende le bouquin, mais qu'en échange on fasse une sorte de dédicace croisée pour le coup Et avec des rôles, oui, tu vois, genre je mets en et couleur roule un de tes inversée, dessins, etc. Moi je trouve. carrément. Ça serait très drôle, ça.
Ah, Ça j'adorerais se passe gâcher, pas bien. embellir un de tes dessins. Par contre, Ça me et ferait alors, en kiffer. plus, il y a plein de gens, qui seraient enchantés de ce genre de choses, en fait. Mmh. À part, ça nous permettrait d'éloigner, les gros collectionneurs de dédicaces qui sont toujours, qui sont casse-couilles, hein, voilà, disons-le, clairement Alors et attends, là, je vais me permettre de modérer un peu ce que tu viens de dire, parce que je ouais, pense que tu es allé, tes paroles ont dépassé ta pensée. Tu veux oui, c'est vrai. dire que dans les personnes qui viennent en dédicace, il y a une certaine catégorie particulièrement exigeante, qui parfois, on les repère quelque part parce qu'ils passent de festival en festival et en même temps, ils font quand même marcher nos bouquins, mais par contre, il peut arriver, c'est ça, qu'il y en ait certains qui soient un peu exigeants avec toi. Bah, qui sont des pisse froids, hein, soyons honnêtes. C'est-à-dire que c'est des gens qui exigent, une dédicace, bien branlée et voilà, donc qui ne parlent que de l'album et de leur dédicace, qui ne parlent jamais, du fond, et de ce qu'on essaie à raconter ou des personnages qu'on a mis en scène, quoi, si tu veux. Par contre, effectivement, mettre en place une séance de dédicace de ce type-là, pourrait nous permettre de voir des gens, qui ont envie, d'une expérience un peu rigolote, et en plus d'une bonne humeur dans une librairie. Alors, soit dit en passant, pour Grenoble précisément, ça me permettrait d'assurer une promesse que j'ai jamais tenue, de revenir à BD Fugue, quand Geoffrey serait libraire. À l'époque, il était stagiaire. Désolé, Geoffrey, j'ai complètement oublié. Bah, écoute, ça Mais peut. Alors, on lance l'invitation. Écoute, on est plusieurs ici dans les commentaires et il y a Genolab aussi qui nous a rejoint dans les commentaires. Alors attends, ça pleut là, les commentaires, c'est trop cool. Denis nous a envoyé des liens vers la Ligue des auteurs pro, publicité, pour les auteurs qui nous suivent ou qui nous revoient en rediffusion, soit sur Twitch, soit sur YouTube. Donc la Ligue des auteurs existe et elle est là pour vous n'hésitez défendre. pas à rejoindre, vous aurez conseil juridique, en plus. C'est quoi? C'est 5 euros l'année, c'est ça Oui, voilà, donc vraiment, on se ruine pas et effectivement, ouais, l'aide est importante. Voilà, oui, le l'aide dernier montant, potentielle c'est est l'assurance importante. de Non, c'est gens, 15. Voilà, Denis précise que c'est oui, 15. 15, c'était 5 € à la base, c'est passé à 15, qui reste quand même, très modeste, pour, tous les services que vous pouvez y trouver et avoir l'assurance aussi de gens qui se battent quotidiennement pour, vous et vos droits C'est ça. En commentaire, et on a Dave le dessineux qui nous dit pas plus tard que cette semaine, Thierry Martin, qu'on oui, connaît un petit peu, enfin moi je le connais un petit peu, a partagé une belle anecdote, un collectionneur qui lui a envoyé un message pour se plaindre de sa dédicace. Mais c'est oui, formidable. tout à Il fait. a bien fait de faire la file d'attente pour se plaindre après, oui, donc là, oui. Là, tu as raison, hein, quand tu dis casse-couille et pisse froid, je pense qu'on est pas mal. Ah oui, puis vu le commentaire laissé parce que le type lui a quand même fondu d'un commentaire, heu heu, assez pitoyable, sur les réseaux sociaux. Hmm, Il est très certain même que le type n'a pas fait la queue, a dû faire la queue par son fils ou sa femme ou quelqu'un hmm. d'autre, parce que c'est une pratique malheureusement qui se fait un peu trop Élégant, et comme dit oui, Bélissande dans les commentaires, c'est élégant. voilà, on est sur bref, un élément humain, peu recommandable, hein, Bah, voilà. ma première séance de dédicace, enfin une de mes premières séances de dédicace, c'était à Nancy, fête de la place. Il y a ou le festival du livre, je sais plus comment ça s'appelait. Et donc il y a ce monsieur qui arrive que je ne connais pas, qui connaît très bien la libraire. Il se trouve que moi aussi, je la connais bien, la libraire de l'époque, je la connaissais bien, Luce, parce que c'était une amie d'enfance de mon père. Donc, c'est la librairie dans laquelle j'allais acheter mes BD quand j'étais petit. La bibliothèque, Et qui vient et qui arrive et qui dépose un livre qui fait un signe de la main comme ça en disant lui là, il me prépare ma dédicace, je reviens dans un quart d'heure. J'avais une file d'attente de 3 ou 4 personnes. C'était une de mes premières, hein, encore une fois, je précise. Et il revient un quart d'heure après, je l'ai pas faite, naturellement, puisque je vais pas le faire passer avant les autres. Et il commence à me parler hyper mal. Et il m'a jeté le bouquin à la gueule en disant ah, tiens, puisque c'est ça, je le prends pas, ton truc là.
Et pourquoi, en fait, à ce moment-là, si la dédicace n'est pas, là, effectivement, tu parlais de envoyer son fils pour faire la dédicace à sa place, si c'est pas l'instant d'une rencontre, Oui, à quoi ça sert? Et exactement. d'ailleurs, on a Denis dans les commentaires, lui, il a carrément arrêté de faire des dédicaces sur ce motif-là. En fait, il a dit, si vous voulez passer un moment avec moi, croisez-moi pendant le festival, venez, discutons et ayons un véritable échange. Exactement. Si c'est juste pour donner de la valeur à votre bouquin et le retrouver sur eBay ou se faire C'est bon. semi-insulter, en fait, je pense que il y a eu les festivals connus, il y en a eu de plus en plus. Maintenant, des festivals, il y en a partout. Je sais pas combien il y en a par week-end en France, mais c'est assez colossal. Ouais. Et en fait, c'est un dû maintenant. Voilà, hein, les gens qui viennent te voir en dédicace, pour eux, bah, t'es là pour ça, tu es à leur service. Voilà. Exactement. Denis Enfin, pour ces précise, ça gens-là, leur sert juste à collectionner des dédicaces. Eh ben voilà, collectionnez et des BD et faites-nous et pas embêter. en fait, malheureusement, ces gens-là qui sont pas tant que ça en plus, trust ce moment à d'autres qui auraient envie justement d'échanger avec les auteurs, sur le fond et la forme de leurs albums, ou tout simplement de juste échanger. Beaucoup d'ailleurs, ça c'est ce qu'on voit beaucoup d'ailleurs sur les salons, généralistes ou dans des endroits où il y a peu de chasseurs de dédicaces. C'est des gens Mmh, qui, viennent juste échanger et qui sont plutôt surpris qu'on leur fasse un dessin, en fait. mmh, Ils sont très contents. Donc, c'est c'est ça. et donc, ces gens-là, bah, sont souvent découragés par, les queues, que ces chasseurs de dédicaces, génèrent, en fait, et donc ne viennent pas. C'est comme d'ailleurs souvent des auteurs jeunesse, a priori comme Zep, hein, qui sont trustés par ces chasseurs de dédicaces, à défaut des enfants et que ces auteurs comme Zep sont obligés d'imposer le fait que les dédicaces ne soient faites que pour les enfants. Et justement, Donc alors c'est drôle parce que pendant ce temps-là, donc on a Dave le Dessineux qui dit la solution pour éviter ça, faire de la BD jeunesse, et c'est vrai. Alors pour le coup, moi qui ai sorti une BD jeunesse cette année, je peux attester que de fait, je n'ai que des enfants très investis et qui regardent avec des grands yeux le dessin en train de se faire, et souvent je leur explique en quoi consiste sa dédicace. ouais, ouais. Et c'est vrai que j'ai toujours passé des moments excellents. Alors c'est vrai que par contre, devant moi, il n'y a pas une quinzaine de personnes qui attendent pour une dédicace. Ça m'a un peu paniqué au début et en fait, je pense que je suis sûrement gagnant dans l'affaire. Bah, tu n'as pas les Pays-Bas, ça c'est clair. Denis Heu, précise, certains croient que c'est du SAV et voilà. Alors moi, je reprends un petit peu le crachoir parce que là, finalement, toute cette discussion-là, elle était bien, bien sympathique. Et voilà, moi c'est exactement ce que j'imaginais. Je sais pas toi Ronan, mais les lives, c'est on part d'un dessin et finalement on s'est mis à parler des dédicaces et de la réalité de notre métier. Et Tout à fait, voilà, c'est ce rendez-vous-là pour tous ceux qui nous ont suivis jusque-là, merci encore à vous. C'est ce rendez-vous-là qu'on essaye de mettre en place. Un rendez-vous où on parle de ce qui nous passionne. Nous, ça nous passionne suffisamment pour qu'on en fasse notre métier. exactement. Les lecteurs passionnés, ils trouveront sans doute je pense un peu plus comment dire, que ce qu'on a l'habitude de lire peut-être dans certaines interviews qui peuvent être parfois un petit peu convenues. Décidément, on est en train de taper sur Oui, tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que là, voilà, on vous parle de BD, mais avec des questions posées par des gens qui font ce métier. Voilà. Parce que nous, on oui. connaît nos sujets, on sait ce qui nous taraude parfois, on sait ce qui nous fait du bien ou du mal. Et donc, on va dire, on vulgarise un petit peu notre métier parce qu'on est toujours surpris, hein, quand on compare comme ça, on reçoit toujours des mêmes questions. Ah, mais on a envie. Ah, mais vous voyagez avec le dessin. Enfin voilà, je pense que tu en as aussi des trucs habituels que tu entends en dédicace. Et finalement, Non, on se retrouve toute la journée en boucle à expliquer tout à fait. tous la même chose. Et donc, ici, bah, dans ce moment, dans ce rendez-vous, eh ben, on va faire quelque chose, on va le laisser à la postérité. Ce sera encore consultable, même quand on sera plus en direct. Voilà. Et puis, voilà et puis je pense que c'est aussi, un endroit où on s'exprime véritablement sur ce que voilà, sur nos ressentis et puis, qui fait office de mini-conférence un peu informelle, Mm. mais qui révèle aussi les réalités du métier. Parce que je pense que
Ça, on peut le voir beaucoup sur des commentaires, sur des quand les albums sortent. Mmh. Les gens souvent, n'ont pas conscience des réalités du métier Mmh. et ont des jugements, souvent un peu durs sur un album Mmh. et sur un auteur, sans connaître, ce qu'il y a derrière. Donc je pense que c'est important aussi de l'exprimer par ce biais-là, quoi. Tout à fait. Alors, on a Jocelyn Lapin qui nous dit: «C'était très chouette à suivre, mais je dois vous laisser, que je reviendrai avec plaisir». Il se trouve que l'heure avance, hein, il est presque Oui, 22h30. oui, tout à Roland, fait, ça mais fait une ça heure et me quart permet déjà qu'on est en live et j'ai pas vu le temps passer. Je suppose que toi non plus. Par contre, là, tu vas devoir te mettre en mode un peu, speed painting. Je te laisse, je te laisse 5 minutes pour terminer le dessin. Attention, c'est un gros défi là, j'ai, quasiment, fini, dans pas longtemps, hein, voilà, de toute façon, là, je suis sur la finalisation, objectif du truc. Voilà, paf, il est fini. Ah ça y est, c'est terminé? D'accord. On a genre le mec qui fait: «Ah bon, c'est fini comme ça, Je C'est pense que je vais t'envoyer un message demain pour me plaindre du de la dessin». qualité. Tu peut-être la signature peut-être, hein? Je crois que tu pourrais, faire une petite signature. Alors je vais faire une Heu, signature. ce Alors je fais un truc que je me rends compte que je j'ai pas fait au début et c'est une, grave erreur. Tu n'as pas Je vais sauvegardé. taper, hein, Tu n'as parce que C'est drôle. voilà et là, Pour la petite anecdote, ça m'est arrivé, on faisait à un moment donné une sorte de conférence dessinée, c'est-à-dire qu'on faisait de la vulgarisation, on montrait un dessin en impro, comme ça, à deux, on se le passait, machin. Et à un moment donné, je sais pas, il y a un raccourci qui passe en QWERTY, et mon collègue, au lieu de faire CTRL S, fait CTRL Q, et donc il appuie sur Entrée par automatisme, le dessin est perdu à jamais, oui et mes pas de contrôles Q, sauvegarde, rien du voilà, tout. contrôle Q. Bon, je m'arrêterai là sur cette analogie qui commence à mal partir. Très bien. Ouais, Euh, alors là, je fais d'ultimes petits réglages avec un calque, de lumière. Mais voilà, nous sommes sur ce personnage de Nimona, un petit peu effrayant, mais en même temps super sympathique, un peu rock'n'roll sur les bords, que donc j'ai fait en 1 heure et demie un peu. Ouais, c'est ça, 1 heure et demie. Même pas 1 heure et quart, parce qu'en plus, en comptant le temps, on va dire 1h10, quoi, le temps qu'on présente le Voilà. début et tout. C'est Donc, chouette, une jolie illustration couleur. voilà, où, évidemment, il y a des zones qui sont laissées moins finies que d'autres, mais c'est pas grave, je vois que je me suis encore comme hier d'ailleurs, je me suis concentré sur le regard et l'expression du personnage qui pour moi était la plus importante. Le reste est plus ou moins off, mais ça permet justement d'amener le regard là où je veux qu'il soit amené. C'est le plus important. Voilà. Eh ben super, donc et on vous recommande, voilà, c'était aussi ce petit exercice-là, d'en profiter pour vous recommander un film qu'on a aimé tous les deux, Tout à fait. Nimona À sur voir en famille. Netflix. Qui apporte vraiment quelque chose, hein. C'est-à-dire que c'est un peu jeunesse, mais quand même, il y a des vrais moments de peur et d'angoisse. On est assez transporté par l'intrigue. À tout moment, enfin, moi, je m'attendais pas, en fait. Voilà, je m'attendais pas à ce qui allait se passer et au dénouement. Je me demandais par moments, j'étais un peu à me dire comment ils peuvent s'en sortir, en fait, hein, à partir du postulat de départ. C'est l'air hyper compliqué. Et donc voilà. Absolument. Un très beau film, donc Absolument et Mélissande nous c'était dit un aussi chouette moment, que c'était très chouette et qu'ils ont adoré. bah, top. Et ben, en tout cas, merci à tout le monde, et vous étiez nombreux à nous suivre pour cette première, c'était super. On est très contents Heu, et donc ça voilà, pour ceux qui nous ont suivis, ce soir, de base, on va sans doute essayer de faire ça tous les mardis soirs, ouais, pour le rendez-vous et c'est pas impossible qu'on en fasse quelques-uns, en plus des mardis soirs parce qu'on ouais, a, si on veut performer un petit peu sur Twitch, il faut mettre un coup de collier dès le début et faire quelques publications par semaine. Moi, j'aime beaucoup cet exercice. Et donc, on est content si ça vous a plu aussi. Donc, Geoffrey nous dit absolument, merci, c'était bien cool. Eh ben, Geoffrey, on sera très content de te retrouver dans les carrément. commentaires également. Et pourquoi pas dans ta librairie, avec grand plaisir. Et oui, et puis de toute façon, voilà, on va continuer à communiquer comme on a fait et puis, voilà, effectivement, il faut qu'on ait des rendez-vous, réguliers et puis d'autres un peu plus informels, mais l'idée, c'est d'en faire beaucoup et que ça vous passionne. Salut Genolab, merci pour le stream, il nous dit. Bonne soirée à toi, Dave le dessiné. On va vous ramener du monde en parlant de vous sur les streams BD, mais c'est trop sympa, Vous merci. êtes, choupi, super choupi. Et on vous dit à tous à très bientôt. Bonne soirée. Ciao, bonne soirée. Pidilip, pidilip. Allô?
Ah! Salut tout seul.